Bonsoir à toutes et tous. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes près de 70. Nous avons plus de 250 inscrits, donc je suis certain que d'autres vont nous rejoindre, mais ne perdons pas de temps. Le temps est extrêmement précieux. Et donc merci à toutes et tous d'être parmi nous. Donc je suis Michel Taube, le fondateur d'Opinion Internationale, que je présente souvent comme le média des décideurs engagés. Euh, nous sommes ici réunis parce que, en deux mots, en septembre dernier, j'ai été, en tant qu'éditorialiste politique et éditeur d'un site de débat et d'information Opinion Internationale, très marqué par les émeutes qui ont secoué la Martinique. Je l'avais été également, évidemment, par ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Mais il m'est apparu très rapidement, en tant que citoyen, en tant qu'éditorialiste, que ces émeutes contre la vie chère étaient bien autre chose également que des émeutes contre la vie chère. Et que ce qui était en train de se jouer en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans tous les Outre-mer, c'est l'avenir des Outre-mer dans la République française et l'avenir de la France avec ces Outre-mer. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que Opinion Internationale a décidé de s'engager à sa manière dans un travail d'information et de débat pour dénoncer de nombreuses contre-vérités, dire certaines vérités des Outre-mer et proposer aussi et surtout des solutions. Et donc, que ce soit en Martinique, sur laquelle nous nous sommes beaucoup consacrés, à laquelle que nous allons continuer à suivre de très très près, bien entendu, mais dans l'ensemble des Outre-mer, il nous paraît important pour un média français et francophone d'accorder toute l'importance que méritent les Outre-mer dans la République française. Nous avons créé en novembre une rubrique Opinion Outre-mer que vous pouvez lire à la une d'Opinion Internationale tous les jours. Et ce soir, nous inaugurons la première édition du Forum Opinion Outre-mer qui aura lieu tous les 15 jours, le deuxième et le quatrième lundi de chaque mois. Et nous sommes ce soir réunis pour marquer la première édition. Alors les règles du jeu, le débat va se passer en 90 minutes, on va essayer de s'y tenir. Première partie, nous avons deux invités de marque que je voudrais remercier, Micheline Jacques, sénatrice de Saint-Barthélemy et présidente de la délégation Outre-mer du Sénat. Vous êtes une présidente très très active et on va le voir tout à l'heure et je tenais absolument à vous avoir parmi nous et je vous remercie d'avoir répondu à notre appel et Monsieur Hervé Mariton, qui est le président de la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer, qu'on présente souvent comme le MEDEF des outre-mer, ancien ministre des outre-mer. Hervé Mariton, merci aussi d'avoir accepté d'être présent parmi nous. Et dans un deuxième partie, nous aurons un débat sur la Martinique avec plusieurs intervenants, Jean-Yves Bonner, notre ami Louis Berthet, que je remercie également d'être présent et qui débattront des enjeux qui se secouent actuellement la Martinique, comme vous le savez. Euh, il n'y aura pas de chat ce soir. À partir de la prochaine édition, vous pourrez poser des questions aux intervenants, mais ce soir, il n'y aura pas de chat. Je vous demanderai également, si vous le pouvez, d'éteindre votre vidéo pour faciliter la connexion du Zoom, mais il n'y a pas d'obligation, mais ça facilite les échanges. Merci de respecter les règles du jeu. Si jamais, et je suis obligé de le dire, il devait y avoir des interférences ou des personnes qui viennent perturber les débats, comme ça pourrait être le cas, espérons que ce ne sera pas le cas, mais nous prendrions avec l'équipe de modération toutes les mesures qui s'imposent parce qu'on est là pour débattre, dans la sérénité et dans le respect mutuel. Et donc j'espère que tout le monde, évidemment, jouera le jeu. Pour terminer les présentations, je voudrais également remercier Georgia Sarector, Radouane Kourak et Lucien qui assurent la modération technique de m'avoir aidé à préparer ce premier forum Opinion Outre-mer et bien plus que cela. On va commencer par un message
que tenait à nous adresser Madame Christine Kelly, qu'on ne présente plus, et donc je ne la présenterai pas. Christine Kelly, qui est pour beaucoup de Français une des égéries des Outre-mer, ou une égérie des Outre-mer, et elle a tenu à nous adresser un message vidéo. Alors, on a eu un petit problème d'enregistrement au niveau du son, et je vous prie de m'en excuser, mais vous allez voir, son message est très intéressant, il dure 4-5 minutes. Euh, Christine Kelly, et après on reprend le débat. On commence le débat. Christine Kelly, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de parrainer le lancement du forum Opinion Outre-mer du magazine Opinion Internationale. Alors, on ne pouvait pas commencer sans vous. Vous êtes pour de très nombreux Français une des égéries des Outre-mer et beaucoup plus. Alors, j'ai une question à vous poser. Tous les jours, vous interviewez des grandes personnalités nationales. Paris, en fait, vous connaissez très bien Paris, comme les Outre-mer. Est-ce que vous êtes d'accord avec beaucoup d'ultramarins pour considérer que Paris, parfois, oublie un peu trop ses Outre-mer? Je suis ravie d'être marraine de ce débat et j'ai accepté parce que l'outre-mer me tient à cœur. Je suis de l'outre-mer et mon identité globale me tient absolument à cœur. Je ne peux pas participer au forum, mais ravie d'être marraine. Oui, l'outre-mer est oublié. Qui peut dire le contraire? Regardez le nombre de ministres de l'outre-mer qu'on a eu en si peu de temps. Oui, l'outre-mer est oublié. Regardez la vie chère. Oui, l'outre-mer est oublié. Regardez les produits qui sont trop sucrés sur place. Personne ne s'en occupe. Oui, l'outre-mer est oublié parce que lorsqu'il y a aussi des problèmes de vie sociale, de vie quotidienne, des problèmes d'eau potable, personne ne s'en occupe. Oui, l'outre-mer est oublié. Depuis des années, je me suis mobilisée avec mon association pour me battre contre l'eau, le manque d'eau sur place. Rien n'est fait. Oui, l'outre-mer est oublié et je trouve que ce qui se passe en outre-mer, si ça se passait dans un autre département de France, les choses auraient avancé. Donc pour moi, c'est un scandale que le fait que l'outre-mer ne soit pas prise en compte au même titre que les autres départements ou territoires français. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent, soit au niveau national, on entend cette petite musique fort désagréable de certains qui disent, mais il y en a qui veulent prendre leur indépendance, ben, ils ont qu'à la prendre et aller voir ailleurs. Et puis aussi, dans les territoires eux-mêmes, vous avez des indépendantistes qui, sous prétexte de pseudo-décolonisation, sont contre la France. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela? On présente souvent les départements et territoires d'outre-mer par la lorgnette des indépendantistes qui ne sont qu'une minorité. La majorité ne le sont pas. La majorité a en revanche besoin d'être entendue, besoin d'être écoutée, besoin de prouver qu'ils existent comme tout département et comme tout être humain. Après, évidemment, on peut se poser des questions sur le fait que la prise en compte de l'outre-mer, et depuis des décennies, on en entend parler, n'est pas à sa juste mesure. L'outre-mer, on dit que ça coûte cher, évidemment, ça coûte de l'argent, mais il y a des gens qui travaillent sur place, il y a des gens qui veulent travailler. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie que lorsque j'étais en Guadeloupe. Il y a des gens qui créent des entreprises, il y a des innovations outre-mer, dans toute l'outre-mer, des innovations mondiales, dans toute l'outre-mer qui ne sont pas suffisamment valorisées. Donc on aime montrer l'outre-mer qui perd, on n'aime pas montrer l'outre-mer qui gagne. On aime montrer l'outre-mer qui s'enfonce, on n'aime pas montrer l'outre-mer qui avance. Et l'outre-mer avance. En revanche, effectivement, on cache tout ça. La réalité, c'est que les ultramarins veulent avancer, veulent des coups de main, veulent être reconnus, mais veulent travailler aussi en échange. Pas tous, bien sûr, comme dans l'Hexagone, il y a ceux qui veulent nuire au pays, mais beaucoup veulent avancer. Et lorsque je vois aussi l'outre-mer, avec les positions stratégiques qui permettent à la France d'être dans le monde entier, la position de l'outre-mer permet à la France d'être le deuxième pays qui a le plus, la plus grande puissance après les États-Unis ultramarines. On ne peut pas bannir l'outre-mer et utiliser l'outre-mer uniquement lorsque ça peut servir pour des positions stratégiques pour l'Hexagone. Donc dans l'outre-mer, il y a des êtres humains, il y a des âmes humaines qui ont envie d'exister, qui se sentent françaises, qui aiment la France, qui sont patriotes et qui veulent être reconnus aussi en tant que tels. Et je rajoute aussi sur la double appartenance des ultramarins qui sont à la fois antillais
à la fois ultramarins, à la fois tahitiens et à la fois français. Et cette double appartenance, ils la vivent très bien. Arrêtons de jeter de l'huile sur le feu en disant que non, ils veulent la décolonisation, ils veulent détruire les statuts, etc. Ils vivent avec cette double appartenance. Ils aiment la France, ils aiment se sentir français. Et cette identité ultramarine mérite d'être étudiée. Elle est trop souvent balayée ou trop souvent récupérée par certains pour leurs propres idées politiques. Respectons les ultramarins. Dernier message. La France a un nouveau ministre des Outre-mer, et pas n'importe lequel. Ministre d'État, ancien Premier ministre, Manuel Valls. Est-ce que vous auriez un message à lui adresser, Christine Kelly? J'ai un message, en effet, à adresser à Manuel Valls. Apprenez à connaître l'outre-mer. Renseignez-vous auprès des personnes qui aiment l'outre-mer. Renseignez-vous auprès des personnes qui veulent construire avec l'outre-mer. Malheureusement, c'est le poste le plus difficile, peut-être après le ministère de l'Intérieur, qui est le poste de ministre de l'Outre-mer. On ne joue pas avec ce poste-là. Évidemment, ça demande des déplacements, ça demande des spécificités, ça demande d'être à l'écoute, ça demande de voir à quel point un Tahitien n'est pas forcément comme un Martiniquais et n'est pas forcément comme quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça demande une certaine gymnastique intellectuelle, une ouverture d'esprit. Donc je demande au ministre Manuel Valls de vraiment être à l'écoute, avec son cœur, à l'écoute de l'outre-mer. Merci Christine Kelly et bon forum. Vous allez donner beaucoup d'énergie à ce forum Opinion Outre-mer. Merci. Bon forum, bonne discussion. Merci. Merci pour... Est-ce que vous m'entendez? Merci, Oui. merci pour ce message de Christine Kelly qui apporte son talent et son rayonnement. Et nous allons pouvoir démarrer le forum. Mais d'abord, je tiens à m'excuser auprès de lui. Je voudrais aussi remercier pour sa présence Max Orville, ancien député européen, et qui a d'autres qualités dont on parlera tout à l'heure, qui est notamment le président du MoDem en Martinique et le référent outre-mer du MoDem. Parti important puisqu'évidemment le Premier ministre et le président du MoDem, François Bayrou. On en parlera tout à l'heure. Merci à Monsieur Orville d'être parmi nous. Je vais me tourner vers Micheline Jacques. Madame Jacques, merci. Comme je le disais, vous êtes sénatrice de Saint-Barthélemy. Vous êtes la présidente de la délégation Outre-mer du Sénat. Et on vous a vu très très active ces dernières semaines, à la fois vous-même et le Sénat sur de nombreux sujets liés aux Outre-mer. Et il me paraissait très très important de vous inviter à venir et vraiment je vous remercie d'avoir accepté. Est-ce que vous êtes bien avec nous? Oui, parfaitement. Vous m'entendez? Absolument, on vous entend et on vous voit. Merci à vous d'être parmi nous. Alors la première question, si vous me le permettez, c'est une question d'actualité. Vous avez présidé aujourd'hui la commission mixte paritaire d'adoption, j'espère définitive, de la loi d'urgence concernant Mayotte, nos amis de Mayotte avec lesquels il nous faut manifester toute notre solidarité. Alors vous allez nous dire quels sont les résultats, s'il y en a, de cette commission mixte paritaire. Mais j'avais une question plus précise. Il y a plus de 4 ans, une mission d'enquête parlementaire du Sénat très très active, qui avait été d'ailleurs présidée par votre prédécesseur, Monsieur Magras, avait préconisé de nombreuses mesures de prévention des catastrophes, de la gestion des catastrophes naturelles et climatiques dans les Outre-mer. Et ces préconisations avaient été un petit peu stoppées net par le Covid. Et je voulais vous demander si la deuxième loi Mayotte, qui va arriver très rapidement, qui va concerner la reconstruction de Mayotte, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit une loi pour la prévention également de la gestion de ces catastrophes naturelles pour tous les Outre-mer, et peut-être pas finalement que pour Mayotte? Déjà, merci de votre invitation. C'est vrai que les Outre-mer, comme l'a dit Christine Kelly, on les a aux tripes, on les a au cœur. Et depuis 2020, je découvre d'autres territoires assez éloignés et particulièrement le territoire de Mayotte. Alors, juste, je n'ai pas présidé la commission mixte paritaire, c'est la présidente de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui l'a présidée. La présidente de la commission des affaires économiques du Sénat était vice-présidente et moi j'étais en ma qualité de rapporteur de ce projet de loi avec mes deux autres collègues, Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires économiques,
et Madame Isabelle Floren pour la commission des lois et bien entendu Estelle Youssoufa, que je tiens à remercier pour la qualité du travail que nous avons effectué depuis vendredi, euh, qui a permis d'aboutir à une CMP conclusive et nous ne pouvons que nous en féliciter pour tous les Mahorais. Donc, pour en revenir à la question sur la proposition, le projet de loi de programmation pour Mayotte, c'est un sujet qui est beaucoup plus large. Cela fait 5 ans que les Mahorais attendent un projet de loi spécifique pour leur territoire, puisqu'ils sont confrontés, outre la reconstruction du point de vue urbanistique, ils sont confrontés à d'autres problèmes beaucoup plus larges qui seront pris en compte dans ce projet de loi. La DGOM a évoqué 4 volets. Donc, il y aura un volet institutionnel, un volet migratoire, un volet aussi de convergence sociale et un autre volet un peu plus économique. Mais à ce stade, je n'ai pas d'éléments complémentaires sur ce sujet. Parallèlement, comme vous l'avez dit, la délégation aux Outre-mer a réalisé 2 rapports à la suite de l'ouragan Irma, puisque tous les territoires ultramarins, on les appelle des sentinelles du réchauffement climatique, et certains d'entre eux cumulent plusieurs risques. Outre les risques cycloniques, vous avez aussi les risques sismiques, les risques de submersion et autres. Donc ce premier rapport porté sur la prévention des risques, la gestion des événements, et tandis que le second sur la partie reconstruction, l'indemnisation post-événement et la résilience des territoires sur le long terme. Dès 2019, le président de la République s'est saisi de ce sujet et a annoncé un projet de loi relatif aux risques naturels majeurs en Outre-mer et aussi une réforme du système d'indemnisation des catastrophes naturelles. Donc, ce projet qui a été piloté par la Direction générale de l'Outre-mer et qui s'est appuyé sur les travaux de la délégation, il faut le souligner, a été validé le 7 juillet 2020 par le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. La gestion de la crise Covid l'a mis en suspens. Pour autant, dans le cadre de la loi 3DS, a été voté un dispositif d'état de calamité naturelle qui a été adopté. Donc, ce dispositif prévoyait principalement un état de calamité naturelle exceptionnel qui se distingue de l'état de calamité de catastrophe naturelle et qui vise à sécuriser d'une part les décisions qui pouvaient être prises par les élus à titre expérimental pour une durée qui était envisagée de 5 ans. Et cet état de calamité naturelle exceptionnelle ouvrait droit systématiquement à un certain nombre de mesures pour gérer au plus vite la crise. D'accord. Donc j'espère que, bon, à la suite de cette catastrophe qui a frappé Mayotte, le gouvernement se ressaisira de ce projet et qu'on pourra l'examiner très rapidement. Je voulais vraiment aborder ce point d'entrée de jeu parce qu'effectivement, il y a cette urgence pour Mayotte et je pense véritablement que ce qui se passe à Mayotte, il faut en tirer des leçons pour l'ensemble des Outre-mer, dans l'intérêt évidemment de toutes les populations. Le deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, Madame Micheline Jacques, ça concerne le dossier de la vie chère. Qui enflamme un petit peu certains de nos territoires et notamment la Martinique. Alors, ça part de tous les côtés. Il y a des projets de loi, il y a des propositions de loi. Il y a eu Monsieur Lurel, il y a Madame Bellet, il y a le ministre des Outre-mer qui s'est exprimé avec un petit peu de virulence, on va dire, à l'Assemblée nationale. Alors j'ai envie de dire, à vous qui êtes à la tête de la délégation Outre-mer du Sénat, comment vous-même comptez aborder cet enjeu de la vie chère en Martinique et dans l'ensemble des Outre-mer? La vie chère, bon, c'est un sujet économique, c'est un sujet qui est lié aussi à l'éloignement, à la normalisation, puisque les territoires ultramarins, particulièrement la Guadeloupe, les régis par l'article 73, sont des régions ultra-périphériques et sont soumis aux normes européennes, ce qui les oblige à importer
euh, 98% des produits du quotidien de l'Hexagone majoritairement. Bon, ce sont parfois il y a des aberrations, mais on y arrivera. Donc voilà un peu le tableau. Il est vrai que c'est un sujet qui passionne et malheureusement, je m'aperçois que lorsqu'on a une crise, déjà, l'État gère par à-coups. On n'a pas encore réussi à gérer de manière structurelle et sur le long terme, mais on prend des micro-mesures qui calment, mais sans pour autant gérer les causes de ce sujet. L'Assemblée nationale s'est penchée sur le sujet, une commission d'enquête a été réalisée, le CESE aussi y a travaillé, mais on n'arrive pas à sortir, si vous voulez, de lignes claires, des idées claires de comment pouvoir diminuer le coût de la vie dans les Outre-mer. La loi de régulation économique de 2012 a montré un peu ses limites. Bon, malheureusement, elle n'a pas été, à mon sens, évaluée et on ne peut pas vérifier au point par point ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi il faudrait peut-être la revoir. Et puis, ce genre de situation de crise stimule par des propositions de loi. Donc, Madame Bellet a été rapporteure d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur la vie chère. Victorin Lurel en a déposé une qui est en cours d'examen au Sénat. Parallèlement, ma collègue Audrey Bélim a déposé aussi une proposition de loi sur l'encadrement des loyers, bon, qui n'est pas en lien direct, mais qui impacte aussi le pouvoir d'achat des ménages. Et on a un foisonnement. Et la délégation a déposé, bon, j'ai déposé au nom de la délégation, une proposition de loi d'adaptation du droit des Outre-mer qui a été une demande du président Larcher et qui s'est aussi reposée sur une des préconisations, de recommandations des travaux de la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Donc, vous voyez qu'on a un foisonnement de propositions de loi. On part un peu dans tous les Dans tous les sens sens. et c'est quelque part dommage qu'on n'arrive pas à avoir une colonne vertébrale. Je pense que les Outre-mer doivent se traiter de manière transpartisane et qu'il faudra avoir une colonne vertébrale qui après sera bien évidemment, on va dire, retranscrite dans chaque territoire en fonction de ses caractéristiques et de ses réalités. Mhm. Parallèlement aussi, on a voulu chercher des causes. Alors, en 2021, c'était la CMA-CGM, c'était le coût du fret. Donc, la CMA-CGM a passé un accord avec le ministre Jean-François Carenco pour arriver à se dire que finalement, un an plus tard, la CMA a proposé de réduire de moitié le coût de location du container. Cette mesure a été mise en œuvre, mise en place, et malheureusement, un an plus tard, on s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas eu d'impact significatif sur le coût de la vie. Après, il a été question de l'octroi de mer. Et la CCDOM s'est saisie du sujet et a réalisé une étude que je trouve très, très intéressante puisqu'elle nous a été présentée à la délégation dans le cadre d'une audition qui a démontré qu'il y a quelques petits ajustements peut-être législatifs à faire, mais que d'une manière générale, l'octroi de mer n'a pas un impact significatif sur la formation des prix. Et puis, bon, je n'entrerai pas dans la polémique sur les grands groupes et particulièrement un groupe qui fait l'objet de toutes les critiques. Je n'ai pas d'avis à donner, mais je trouve dommage qu'on n'arrive pas à se mettre tous ensemble et qu'on n'essaie pas de trouver une solution. Bon, la délégation a travaillé sur la coopération régionale. Nous avons lancé une étude en 3 volets. L'année dernière concernait le bassin océan Indien. Et il est vrai que la coopération régionale et le fait de
casser les liens les normatifs permettrait, en s'approvisionnant, en régionalisant le commerce, de diminuer la concurrence et d'avoir des prix, des tarifs beaucoup plus attractifs. Pour en revenir un peu sur Mayotte, deux exemples m'avaient frappé. Le bois de charpente arrive de Lituanie. Avec la crise des outils, le conteneur est obligé de longer toute l'Afrique pour remonter jusqu'à Mayotte. Donc, vous avez un coût, un trajet qui est rallongé d'un mois. Vous avez un coût de 1 500 € par de frais supplémentaires de location du container. Donc, il y a vraiment, alors que les Mahorais, les entrepreneurs mahorais, pourraient s'approvisionner en Afrique du Sud, à Madagascar, au Kenya et voire même à l'île Maurice, toute proche, qui développe des bâtiments qui sont très résistants. Donc voilà un peu, en gros, le schéma sur lequel nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, à ce titre, la délégation, j'ai déposé une proposition de résolution qui permettra justement, en partenariat avec la Commission des affaires européennes, et notre collègue député européen pourra nous donner aussi sa vision sur le sujet, qui permettra justement de pouvoir proposer, créer une politique européenne de voisinage ultra-périphérique à destination des États voisins des RUP, un peu comme ce qui se fait actuellement en parallèle de la politique de voisinage, qui permet à des pays non européens de travailler, de commercer avec des pays européens. Nous avons aussi demandé l'inscription d'un paquet RUP législatif qui permettrait de lever les obstacles normatifs à leur insertion régionale, et notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du traitement des déchets et de l'énergie, parce que les déchets, le traitement des déchets est une vraie problématique dans nos outre-mer. Nous avons aussi proposé des cofinancements. Alors, vous avez deux types de cofinancement. Vous avez des cofinancements FEDER, bon, que tout le monde connaît, qui aident à développer des infrastructures, mais il existe aussi un cofinancement qui s'appelle NDICI et qui concerne juste des appels, des marchés contribués à des marchés communs pour en mieux orienter les crédits européens vers des projets de coopération régionale. Ensuite, nous appelons un certain nombre de Alors, mesures, d'autres mesures, tout à fait. mais de Alors, manière à mieux intégrer nos territoires ultramarins dans leur bassin géographique proche. Alors juste, moi, ce qui me paraît important dans votre démarche, et je pense que c'est important de sensibiliser tous les ultramarins et les citoyens français dans leur ensemble sur le fait que, sur le débat sur la vie chère, c'est pour ça que je voulais vraiment vous donner de la parole, comme vous l'avez dit, il faut un peu une colonne vertébrale, il faut calmer le jeu, il faut essayer de mettre un peu en musique toutes les initiatives qui partent un peu dans tous les sens. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, des initiatives. Par exemple, l'accord sur la vie chère du 16 octobre dernier en Martinique est quand même un, un accord très important, ne serait-ce que parce qu'il a réuni tous les acteurs de Martinique, mais également il y a des initiatives, on en parlera tout à l'heure avec Max Sorville, sur ces zones franches sociales, ou ce qu'a dit François Bayrou à Mayotte en parlant de zone franche globale. On reviendra sur ces éléments de solution. J'avais une dernière question, Madame Jacques, à vous poser. En fait, ce que je trouve intéressant, vous avez un agenda alors qui est très très chargé. Ça va permettre d'annoncer le thème du deuxième forum qui aura lieu dans 15 jours et qui s'appellera Violence contre les personnes, préfets, policiers, maires, attaques contre les entreprises, narcotrafic, les Antilles demandent de la sécurité. Vous êtes aussi très impliqué sur les enjeux de sécurité dans les Outre-mer. Je rappelle que vous avez au Sénat publié un rapport d'information sur l'action de l'État Outre-mer pour un chaos régalien dont les rapporteurs sont Philippe Bas et Victorien Lurel, et que une proposition de loi vient d'être votée à l'unanimité au Sénat visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Donc, est-ce que vous convenez que ces enjeux de sécurité sont fondamentaux pour nos Outre-mer?
En moins de cinq Amen. minutes parce que le temps passera très vite. Pardon, bien évidemment, ce sont des enjeux puisque les territoires sont confrontés à un niveau de violence inégalé. On ne veut pas le contredire. Le taux de criminalité est de 21 fois supérieur par rapport à l'Hexagone. Donc, c'est quand même un point important. 21 en Guyane, 8 fois supérieur en Guadeloupe. Donc, on ne peut plus continuer de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle aussi la délégation a entrepris ce travail sur l'action de l'État de manière à mieux l'adapter aux réalités des territoires. Tout à l'heure, Christine Kelly, bon, je pourrais en parler des heures, mais Christine Kelly a dit des choses très intéressantes. On ne se sent pas entendu, on se sent oublié, on se sent perdu. En fait, depuis que je suis présidente de la délégation, à travers tous les travaux, je m'aperçois d'une chose, c'est que la traduction du principe d'unité et d'indivisibilité et parallèlement le manque de culture des Outre-mer, tant au niveau des décideurs qu'au niveau des administrations, pousse l'État à développer des politiques publiques qui ne sont pas efficientes et qui ne sont pas adaptées aux réalités des territoires. Et c'est tout ce mélange qui entraîne ce sentiment que ressentent les ultramarins. Donc il faut maintenant que de part et d'autre, accepter de voir les choses autrement que le choix entre la tutelle ou l'autonomie. Et on dépense, enfin je pense qu'on dépense très mal dans les Outre-mer. Si on arrivait à avoir des politiques efficientes, et on pourrait dépenser, je ne dis pas qu'il faille dépenser moins, mais ce qui est dépensé actuellement dans les Outre-mer pourrait servir à bon escient et permettre de meilleurs résultats que ce qu'on obtient actuellement. Bien sûr, bien sûr. Sur les enjeux de sécurité, un point dont on parlera dans 15 jours, c'est combien il est important, par exemple, dans la lutte contre le narcotrafic, de concentrer les efforts sur les Caraïbes, sur les Antilles, sur la Guyane, par où sont acheminées une très grande part du trafic de drogue qui inonde notre beau pays. Merci, Micheline Jacques, d'avoir accepté. Je ne sais pas si vous pouvez rester avec nous, mais il va y avoir Oui. plein de prises de position intéressantes qui vont arriver. À commencer par... donc merci encore Madame Jacques et j'espère qu'on vous reverra régulièrement dans ce forum bimensuel Opinion Outre-mer. Je vais me tourner vers Hervé Mariton, qui est le président de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer, ancien ministre bien entendu. Merci Hervé Mariton d'être avec nous. Est-ce que vous êtes bien là? Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, on vous entend et on vous voit. Euh, Parfait. Alors la première question que je voulais vous poser, Monsieur Mariton, c'est euh, quel est, selon vous, dans votre perception, le climat des affaires aujourd'hui dans les Outre-mer? On voit qu'en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, de nombreuses entreprises ont été très sévèrement attaquées, détruites, des chefs d'entreprise menacés de mort. On a vu ces derniers jours le forum économique de Nouvelle-Calédonie se tenir à Bercy. Comment vous sentez aujourd'hui le climat des affaires dans les Outre-mer? Ah, clairement, les événements de 2023 en Nouvelle-Calédonie ont amené une baisse sévère du produit intérieur brut. J'étais en Martinique en janvier et la vérité est que j'ai trouvé un ensemble un peu complexe avec à la fois un certain nombre de projets, des perspectives de financement, un lien sur le financement privé en particulier qui est tout à fait positif, mais une ambiance globale assez morose et plutôt pessimiste. Vous avez à la fois des éléments structurels de longue période que sont la baisse démographique, c'est un facteur grave en Martinique comme en Guadeloupe, mais aussi les conséquences des émeutes de l'automne dernier. Et puis s'ajoute à ça un climat, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui n'est pas très favorable aux entreprises, enfin un discours anti-entreprise que l'on a pu entendre d'un certain nombre de responsables de différents niveaux. Et tout ça, évidemment, n'aide pas au climat des affaires. Donc, comme le disait très bien Micheline Jacques, est-ce qu'il y a un potentiel, ou Christine Kelly, est-ce qu'il y a un potentiel outre-mer? La réponse est oui. C'est vrai pour la transition énergétique, où il y a à la fois beaucoup de contraintes, parce que ce sont des économies très carbonées, mais un potentiel extrêmement important sur le solaire, sur
l'éolien, sur la géothermie, sur les énergies marines renouvelables. Euh, mais aujourd'hui, il y a un climat d'ensemble qui, en même temps que les opportunités sont là, les défis présents, j'évoquais la transition énergétique, on pourrait aussi évoquer la transformation numérique. En ces jours de sommet de l'IA, je considère qu'il y a de vrais enjeux de formation et de transformation de l'outil productif en mobilisant l'intelligence artificielle outre-mer. L'intelligence artificielle, comme tout ce qui est numérique, réduit les distances et donc elle réduit le désavantage compétitif qui est lié à la distance entre l'outre-mer et l'Europe. Mais tout ça aujourd'hui est un peu lesté par un climat sécuritaire, mais aussi à certains égards climat politique, qui n'est pas extrêmement favorable. Et pour poursuivre sur un point de Michel Jacques, je suis tout à fait d'accord avec la sénatrice sur le fait que l'analyse économique peut conduire à une belle convergence des bonnes volontés, mais qu'il y a parfois un certain nombre de sous-jacents politiques qui sont, dans certaines expressions, et il faut appeler un chat, assez anti-entreprise. Et ça n'aide pas, et ça ne peut pas avoir de conséquences favorables sur l'activité et sur l'emploi. Mhm. Une question, Hervé Mariton. Alors, vous êtes un de ces, vous avez été ministre, donc vous connaissez les difficultés et les contraintes qu'impose la fonction de ministre, et notamment de ministre des Outre-mer. Depuis qu'il a été nommé ministre des Outre-mer, pour ma part, j'ai observé deux Manuel Valls, deux ministres des Outre-mer. Celui qui, à l'Assemblée nationale, a attaqué de façon assez virulente un groupe économique, hein, pour ne pas le citer, le groupe GBH, et un Manuel Valls beaucoup plus conciliant, beaucoup plus constructif, j'ai envie de dire, lors du forum économique qui s'est tenu à Bercy, le forum économique Nouvelle-Calédonie, qui s'est tenu à Bercy samedi dernier. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous aurons, et je le remercie de sa présence, Pascal Vittori, qui est un des principaux élus locaux de Nouvelle-Calédonie et qui va également prendre la parole. Donc il y a un peu de Manuel Valls. Donc j'ai envie de dire, Hervé Mariton, en tant que président de la FEDOM, et un petit peu aussi homme politique d'expérience, est-ce que vous avez un message à faire passer au ministre des Outre-mer? Un conseil, Euh, peut-être, Moi, au ministre. je retiens, puisque vous me donnez la possibilité de choisir, je retiens évidemment davantage le Manuel Valls ouvert au développement des entreprises. Je le rencontre bientôt et évidemment, nous échangerons sur ces sujets-là. Euh, je fais d'ailleurs une petite rectification par rapport à la présentation que vous avez faite tout à l'heure de mes responsabilités. Je préside en effet depuis un peu plus de 3 ans la Fédération des entreprises des Outre-mer, bientôt 4 ans, ce qui est une responsabilité économique et non pas politique. Je suis très attentif à cela. Et je veux souligner que la FEDOM, ce n'est pas uniquement les MEDEF Outre-mer, c'est bien sûr tous les MEDEF Outre-mer, mais c'est en vérité toutes les entreprises, puisque je dois rappeler que toutes les chambres de commerce et d'industrie, que toutes les chambres de métiers sont adhérentes de la FEDOM et représentées par la FEDOM. Donc la FEDOM, c'est à la fois des grands groupes nationaux opérant outre-mer, de grandes entreprises ultramarines, et vous avez cité GBH, et j'y reviendrai dans un instant, et par ailleurs, les plus petites entreprises qui sont dans les chambres des métiers et de l'artisanat. Ensuite, je constate en effet qu'il y a eu, en particulier de la part de manifestants parfois violents, et dans certains cas, c'est plus des bandes qui ont exercé la violence que des manifestations citoyennes, eh bien, on s'en prend, parce que c'est plus emblématique, à un certain nombre d'entreprises et aux grandes entreprises. Moi, je suis favorable à la concurrence. Et chaque fois qu'il y a davantage de concurrence, ça fait avancer le monde. Et la concurrence, elle doit nécessairement aussi faire avancer les Outre-mer. J'ai reçu il y a quelques semaines, à l'occasion d'une rencontre ouverte à nos adhérents, le président de l'autorité de la concurrence. L'autorité de la concurrence travaille beaucoup Outre-mer, elle y consacre beaucoup d'énergie. Et elle décide d'un certain nombre de sanctions dans certains cas. Et s'il faut renforcer les moyens de l'autorité de la concurrence, bien volontiers. Mais on ne peut pas non plus instruire de procès qui n'ont pas été confirmés par les autorités compétentes. Et s'agissant du groupe GBH, moi je ne prends pas spécialement la défense du groupe GBH, je le redis, je représente à la FEDOM à la fois les plus grandes entreprises et les plus petites. Et nous sommes très attentifs aux plus petites. Mais je dis simplement que le groupe GBH a publié récemment ses résultats, il aurait été bien avisé de le faire avant, il a publié ses résultats. Il a un
résultat qui est de 4% de son chiffre d'affaires. Ça n'est pas un pourcentage extraordinaire. Et moi, je préfère une entreprise qui gagne de l'argent à une entreprise qui perd de l'argent. Une entreprise qui perd de l'argent, ce n'est pas une entreprise d'avenir outre-mer. Et qui est en outre-mer des entreprises d'une certaine dimension, je pense que c'est utile à la structuration de l'économie. Et Bien sûr. ensuite, il y a des propositions assez curieuses sur la table aujourd'hui. Il y a par exemple une proposition qui a été votée à l'Assemblée nationale. Je respecte infiniment les députés, j'ai été député, et je respecte les parlementaires qui expriment la souveraineté nationale, et je les respecte tous. Mais quand une proposition votée dit possibilité de vente à perte, mais arrêtons-nous un instant. La vente à perte, à la limite, les plus gros peuvent digérer, vente à perte sur les produits de première nécessité, parce qu'ils vont étaler les pertes sur le reste de leur offre. Mais les plus petits, qui ont une offre plus restreinte, c'est juste impossible. Donc en vérité, sont proposées des mesures qui, euh, d'un point de vue visuel et d'un point de vue oratoire, peuvent donner le sentiment de s'attaquer au problème, mais qui en vérité risquent de diminuer la concurrence, de restreindre l'offre et de conforter les gros versus les petits. Je pourrais donner d'autres exemples dans ces cas-là, mais il faut faire attention. La suradministration de l'économie, qui est un vrai danger outre-mer, cette suradministration, elle dissuade le développement des entreprises, elle isole. Micheline Jacques, fort justement, parlait de coopération régionale. Bien, plus vous suradministrez une économie locale dans un monde qui n'est pas un monde de suradministration de l'économie, plus vous isolez les Outre-mer, à la fois de la métropole et de leur environnement régional, et en réalité, vous jouez contre l'économie et contre l'emploi. Tout à fait. Merci d'avoir rectifié sur la composition de la phénomène. J'y suis d'autant plus sensible que nous avons par exemple parmi nous Madame Céline Rose, qui est la présidente de la CPME de Martinique, que je voudrais saluer pour sa présence. Et moi-même, je tiens à le dire, parce qu'on a tous des racines et des valeurs. Je suis fils de petits commerçants et j'ai toujours considéré que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, étaient les poumons de notre économie. Et c'est pour ça aussi que je défends certaines valeurs libérales au sens noble du terme dans mon média. Donc merci de m'avoir rectifié, Hervé. Je suis moi-même fils de petit Voilà. patron, de tout petit patron, et lors de mon déplacement récent en Martinique, j'ai eu le plaisir d'une discussion tout à fait féconde, intéressante, et dont plusieurs enseignements doivent être tirés avec la présidente de la CPME de Martinique, Madame Rose, que nous avons rencontré, la CCI, le MEDEF et plein d'autres organisations. Et dans un instant, on aura aussi Jean-Yves Bonner, qui est le président de euh, Contact entreprise. Contact Entreprise en Martinique. Alors, merci Hervé Mariton, le temps passe très vite. On va faire une petite pause avec un grand témoin à qui je voudrais donner la parole pendant 5 10 minutes parce qu'il doit absolument partir dans 8 minutes pour des obligations professionnelles. Et je voudrais vraiment le remercier d'être là parce que c'est un homme à la fois courageux et qui exerce des fonctions de nos jours malheureusement très très difficiles, peut-être plus difficiles que dans le passé. C'est Louis Berthet. Louise Berthet, merci d'être là. Vous êtes le secrétaire territorial adjoint d'Alliance Police Nationale 972. Alors, vous êtes parmi nous parce que vous êtes un de ces policiers qui a été trop souvent agressé, menacé de mort en Martinique, hein. Vous exercez en Martinique. Déjà, comment allez-vous, Louise Berthet? Je vais bien. Disons que je suis mis ouvert depuis un petit moment, comme une bonne partie de mes hommes qui ont été impactés, parce que j'en ai eu, sur 15 bonhommes placés directement sous mes autres, j'en ai eu 14 de blessés depuis le mois de septembre. Donc, ce qui fait que ça fait un peu beaucoup. Et donc, je vais bien, mais j'ai le moral et puis je crois je dis en l'État pour établir, pour devenir l'État français, parce que là, on a un État molle, on est des décideurs tout mous, on est des personnes qui ont peur, on est des habitants qui vivent non seulement avec la peur, mais aussi avec la violence, avec la délinquance. Et donc, les policiers vivent aussi sur cette île. Bien sûr. Effectivement, les policiers sont aussi martiniquais et sont français comme les autres, évidemment, et certains voudraient leur contester. Vous, est-ce que vous avez un message à adresser au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau? Vous disiez qu'on fait face à un État qui est mou. Tout le monde se souvient qu'en Martinique,
Et c'est vrai que moi, pour ma part, en tant qu'éditorialiste politique, j'en étais très étonné qu'au niveau national, on en parle si peu. Vous avez quand même eu en Martinique un préfet qui a été agressé physiquement, personnellement, qui a dû déposer 6 plaintes devant la justice, dont une seule a été instruite. Donc il y a beaucoup de violence en Martinique actuellement, comme il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie, il semble que ça reprenne un petit peu. Donc est-ce que vous avez un message à adresser à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur? Tout d'abord, je dois le remercier hein, parce que bon, ils m'ont reçu au ministère de l'Intérieur au mois d'octobre. Et donc, j'ai pu formuler le souhait que les CRS arrivent en Martinique. Hein. Bon, j'en ai pris plein la tronche. Hein. Je crois que j'ai une déferlante de politique contre moi en Martinique pour la venue parce que l'amalgame a été fait en disant que les CRS avaient tué quelqu'un en 59 et compagnie. Je m'inscris en faux, puisque les CRS n'ont jamais tué qui que ce soit aux Antilles et que les deux seuls tués qui ont eu lieu ont lieu par les gendarmes mobiles et par les policiers autochtones originaires et affectés en Martinique et que les CRS sont restés en caserne et que voilà. Et donc j'ai demandé justement au ministère de l'Intérieur de créer une CRS anti-Guyane basée en Martinique, puisque nous sommes à 8 000 kilomètres et le temps de demander de plaie au secours, nous sommes pratiquement tous morts. Alors il faut savoir que pendant les émeutes, que ce soit là où en 2021 ou là encore on a été largement blessés et il faut savoir que les manifestants nous tirent à balles réelles, hein, ça rigole plus. Donc, ils n'hésitent pas. Et donc, ce qui fait que nous avons eu pas mal de blessés dans nos rangs, pas mal de véhicules dégradés. Et également, c'est parce qu'on travaille avec le cœur, le courage et puis l'amour de notre île qu'on est toujours là et puis qu'on veut y aller. Moi, j'ai 29 menaces de mort sur ma petite personne, et dont deux qui concernent ma propre famille, puisqu'il y en a 27 pour moi et deux pour ma famille. Et je suis obligé de marcher armé, même si je vais en restaurant, je vais en boîte de nuit, je suis armé. Et donc, un policier qui n'a pas de liberté, ça veut dire que la République n'a pas de liberté pour les autres personnes non plus. Donc, les citoyens ne se trouvent pas en liberté. Donc, je demande à M. Rotaillot de ne pas fléchir. Il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie et j'espère que la France enfin va comprendre que il faut être sévère maintenant. Il faut arrêter de dire qu'on fait la prévention. Il faut peut-être penser à la prévention, à la répression maintenant parce que là, les juges, par exemple en Martinique, qui jugent avec la peur au ventre. C'est-à-dire qu'ils vivent sur l'île et c'est maintenant qu'ils découvrent qu'ils vivent sur l'île. C'est-à-dire qu'ils ont des représailles comme moi-même, ils ont des menaces de mort, puisque dernièrement, cette semaine, la semaine dernière, là, nous avons une jeune fille qui a sauté sur un policier, bagarre générale dans le tribunal. Pourquoi? Parce qu'une mule de membre de sa famille a été condamnée par un juge. Le juge a été menacé dans le palais de justice et du coup, le juge a demandé d'évacuer et ils se sont pris aux policiers dans le palais de justice. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'ils font leur trafic et ils demandent leur peine. Ils n'acceptent pas les peines qu'on leur donne. Il faut que ce soit leur peine à eux, qu'ils infligent eux-mêmes leur peine. Donc, les juges sont confrontés à ça. Le procureur public Madame Caron, qui est partie, qui a été mutée et qui a été remplacée, a été menacée, molestée 2 semaines plus tôt. Elle n'a pas déposé plainte, ça c'est son problème, mais n'empêche, ça s'est donné force aux délinquants aussi. Oui, Et c'est donc, sûr. Il y a un c'est, manque c'est, il y a un manque de respect de l'autorité et de la part de l'État, un manque de fermeté face à ces attaques inadmissibles. Alors, en préparant ce forum, nous en discussions. Au mois de novembre dernier, une compagnie de CRS avait été dépêchée en urgence en Martinique et vous évoquiez le projet d'installer en fait une compagnie de CRS permanente basée aux Antilles et en Guyane. C'est quelque chose à laquelle vous tenez, je crois, comme proposition. oui, je tiens beaucoup à cela parce que, n'en déplaise à certaines personnes politiques, hein, parce que c'est toujours les mêmes. Hein, je fais pas de politique, mais je m'en font parler et je n'ai peur de rien. Et dans toutes les façons, c'est la NUPES. Et tous les élus de la NUPES n'aiment pas la police. Ils demandent à nous désarmer. Et en Martinique, c'est encore pire puisqu'ils sont non seulement de la NUPES, mais ils sont encore indépendantistes. Alors là, on a le double problème. C'est ceux qui vont gérer à l'Assemblée nationale des lois pour tous les Français, mais ils demandent l'indépendance et ils touchent l'argent du contribuable français. Et en plus, pour nous démonter, chaque fois qu'un policier fait quelque chose en Martinique, bavure Madame Concon qui ose parler, et peut-être le maire, M. Thiraud, qui ose parler, et deux ou trois maires qui ont peur, parce qu'il y a la menace, hein, il y a des maires qui ont été menacés physiquement. Ah, il y en a Tout ce... certains, il y a notamment Yann Monplaisir, qui est maire en Martinique également, qui est Oui, présent parmi nous oui, et que je tiens à saluer. J'ai vu qu'il était là. oui, Allez-y, oui, je vous laisse terminer, oui. Louis Liberté. Oui, Monsieur Monplaisir, j'ai lu au téléphone, hein, il a été menacé, j'ai parlé avec lui, j'ai changé.
Mais la menace, en fin de compte, moi, je suis un policier qui est menacé tout le temps parce que je suis à la pointe de ce qu'on appelle la guerre contre le narco et contre justement les bandits. Je suis à la tête d'une unité qui fait les VU. Les VU, c'est pas le maintien de l'ordre. VU, c'est la guerre. C'est qu'on on rentre dans les favelas, on est pratiquement corps à corps, on est souvent blessé parce qu'on va rétablir l'autre coûte que coûte, vaille que vaille. On protège les biens, vaille que vaille. Les entreprises que j'ai vues brûler, partir en fumée et piller, et pourquoi? Pour pouvoir le réclamer 30 centimes, 40 centimes sur un caddie de couche de 250 euros, ça m'a bouleversé et mis hors de moi. Parce qu'on ne peut pas mettre au chômage ou alors faire licencier carrément des personnes pour pouvoir réclamer 20 centimes. C'est pas ça. Le but, ce serait que personne ne soit licencié et que tout le monde travaille et que le policier ne soit pas blessé et qu'on n'emploie pas la violence pour arriver justement à réclamer quelque chose que normalement on a droit. Non, le dialogue doit être de première qualité. Bien sûr. Merci à Louise Berthet, on aura l'occasion d'en reparler. J'en profite pour rappeler que donc dans 15 jours, le prochain forum Opinion Outre-mer portera sur la lutte contre le narcotrafic et les violences, plus particulièrement dans les Caraïbes, parce qu'il y a donc des propositions de loi qui avancent. Celle votée par le Sénat sur le narcotrafic vient d'être transmise à l'Assemblée nationale. J'ai vu que l'Assemblée l'avait enregistrée le 5 février, donc les débats vont peut-être démarrer assez rapidement au niveau de la commission des lois de l'Assemblée nationale et il y a des enjeux évidemment très importants et urgentissimes. Merci Louise Berthet d'avoir participé. C'est Je vais... moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour ce que vous faites là parce que ça permet aux personnes qui nous écoutent de voir qu'il y a un gros problème en Martinique et qu'il faut qu'on soit tous unis, que tous les Français se mettent derrière pour pouvoir avancer. Tout seul, on ne pourra pas arriver du tout. Bien sûr, et je salue aussi la diversité des personnalités qui interviennent. On va développer cette diversité également dans les semaines et les mois qui viennent, avec tous les métiers, tous les corps constitués, tous les citoyens qui s'expriment dans le sens de ces valeurs d'entrepreneuriat, de respect de l'autorité, d'amour de la France et de demande de justice sociale et de développement économique. Alors justement, je vais me tourner vers Marc Sorville. Merci Max Orville d'être avec nous. Vous êtes ancien député européen, président du Modem Martinique. Vous êtes le référent outre-mer du Modem. Alors vous avez, j'ai envie de dire, un rôle d'autant plus stratégique que la France compte un Premier ministre qui est président du Modem. Donc votre parole va être très attendue et je suis sûr va arriver jusqu'aux oreilles du Premier ministre. Alors j'avais une première question qui concerne, je reviens sur le débat contre la vie chère, parce que, en fait, je dois vous dire que parmi les premières personnes à qui j'ai été sensible aux enjeux, ça a été une tribune qu'avait publiée dans notre média Opinion Internationale Emmanuel de Rênal, qui est, je crois, ici présent aussi, que j'aimerais saluer, et qui avait rapporté votre projet que vous portez depuis des années, Max Orville, d'une zone franche sociale comme solution pour régler les enjeux de vie chère et de développement social et économique dans les Outre-mer. Et c'est vrai en entendant François Bayrou parler d'une zone franche globale pour Mayotte lors de sa visite récente à Mayotte, je me suis dit, ben, on va remonter aux sources, on va remonter à ceux qui, depuis des années, proposent, comme Micheline Jacques et comme d'autres, des solutions pour les Outre-mer. Et donc, je voulais vous entendre sur cette idée qui circule, qui est contestée par certains, mais pour la lutte contre la vie chère de cette zone franche sociale ou globale, est-ce que c'est un de vos chevaux de bataille, n'est-ce pas, Max Orville? Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent. Et je salue mon ami Yann Monplaisir, la sénatrice Micheline Jacques et le, le président de la FEDAM, donc Monsieur Mariton. Bon, je voulais dire que oui, c'est un cheval de bataille qui m'est cher, cette zone franche que j'ai qualifiée de sociale, et c'est un dispositif que j'ai porté pendant mes années de parlementaire outre-mer. En quoi ça consiste? Je crois que nous venons de l'entendre auprès de tous les intervenants, de quel bord qu'ils soient. C'est pas que la Martinique, c'est tout l'outre-mer qui souffre de la vie chère. Tout Oui. l'outre-mer. Ouais. Bon, c'est-à-dire 2 millions de nos compatriotes. Et à ce titre, le dispositif que je proposais, je pense,
Et on reviendra tout à l'heure à François Bayrou, le moment venu et son initiative de zone franche globale pour Mayotte. L'idée, c'est très simple. Euh, les entreprises ultramarines sont en général petites ou moyennes, hormis un grand groupe, comme le dirait Hervé Mariton, mais globalement sont dans des situations fiscales difficiles, des niveaux de pauvreté pour la population moyenne ou très faible. Et donc, j'ai porté l'idée que pour les Outre-mer, il fallait relancer un développement économique. Il y en avait eu un, je crois que c'est dans les années 86, avec le système de défiscalisation de Bernard Pons, mais qu'il fallait donc relancer un dispositif original qui permettrait d'exonérer nos petites et toutes petites entreprises en les exonérant des charges patronales et en même temps d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés du privé en exonérant des charges salariales, c'est-à-dire que le salaire net devienne le salaire brut. Donc, pour faire ça au niveau de l'Europe, ça posait un problème. Tout le monde me disait, mais c'est infaisable. C'est infaisable. Et en commission emploi, dans laquelle je siégeais et sur lesquelles nous avons travaillé, nous sommes parvenus à avoir un avis favorable de la commission emploi et avec un avis favorable de la Commission européenne. C'est-à-dire, on sait bien que ce dispositif constitue une aide d'État, mais je crois que la Commission européenne est parfaitement au courant et sensible au fait que nos territoires ultramarins connaissent des difficultés incommensurables. Alors on peut effectivement voir les difficultés au cas par cas, par mesure, et tout à l'heure j'entendais Micheline Jacques qui disait quelque chose qui me paraissait juste. Il y a un an, on avait pensé que les difficultés venaient de la CMA-CGM. Une autre fois, on pensait que les difficultés venaient d'un autre partenaire ou toujours une cause personnelle ou d'une entreprise en particulier. Et donc là, le système, c'est de dire, mettons en place cette zone franche sociale. Et je signale en passant que les autres régions ultra-périphériques de l'Europe, c'est-à-dire espagnoles et portugaises, bénéficient déjà de systèmes de zone franche. Et véritablement, je dis, je regarde, bon, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, les Canaries, par exemple, c'est beaucoup plus petit que la que la Martinique, hein, 40 km de long en large, mais en termes d'attractivité touristique, en termes d'infrastructure touristique, je m'y suis rendu 2 fois, je peux dire que ça n'a rien à voir. Et je me souviens d'une anecdote d'un vice-président du conseil territorial guyanais qui dit, mais ici, j'ai l'impression que je suis à Miami, hein. Bon, c'est pour dire comment il voyait l'utilisation des fonds européens, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et qu'il regardait par rapport à ce qu'il voyait dans nos régions ultra-périphériques. Donc, l'idée des zones franches, c'est de redonner 20% de pouvoir d'achat aux salariés, c'est de permettre l'investissement pour les chefs d'entreprise, de manière, puisqu'on va les libérer des charges patronales, c'est la possibilité de réduire le chômage par une embauche, c'est de stimuler la consommation locale et enfin de restaurer un climat favorable à l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, Hervé Mariton disait quelque chose que je partage. Malheureusement, en Martinique, on a souvent le sentiment qu'il y a, comment dirais-je, une défiance, une méfiance vis-à-vis de l'entrepreneuriat, hein. Et que, comme on dit chez nous, c'est pas Yann Monplaisir qui me Mais le ce n'est pas que dans les Outre-mer, c'est aussi dans l'ensemble de la France. oui, mais dans des petits territoires comme ça, si celui qui crée de l'activité est toujours considéré comme un profiteur ou bien comme quelqu'un qui, comment dirais-je, s'enrichit tout le temps, eh bien, on a ce premier souci. Donc, cette zone franche sociale, elle a été acceptée par un avis de la commission emploi. Elle a été intégrée sous forme d'un article concernant les zones franches, parce que je rappelle que l'Union européenne, au travers de l'article 349 du traité, autorise les dérogations. Et je pense, pour répondre à Madame la sénatrice, que il est vrai que l'Union européenne nous impose des normes parfois absurdes, absurdes.
Hein. Je rappelle, par exemple, en Guyane, en 2012, lorsque j'ai faisais une visite à l'occasion d'une élection présidentielle, je visitais une usine qui fait du poisson fumé et le chef d'entreprise me disait, j'ai dû fermer parce que on me demandait de fumer mes poissons au bois de hêtre, donc d'importer du bois de hêtre alors qu'on est en Amazonie. Voilà encore une Oui. stupidité des normes de l'Union européenne. Alors, on va un tout petit peu accélérer. Après Jean-Yves Honner, si Micheline Jacques et Hervé Mariton veulent reprendre la parole, n'hésitez pas. Je crois on aura encore un tout petit peu de temps. Mais j'avais une question très importante à vous poser, Max Orville. Allez, on est entre nous. Oui, Parlez-nous la cinq personne minutes, que nous. parlez-nous 2 minutes de François Bayrou et des Outre-mer. Quelle Bon, quelle est la relation de François Bayrou aux Outre-mer? Parce que vous êtes, je le rappelais, vous êtes le référent Outre-mer du MoDem. Vous connaissez bien François Bayrou. bon, Donc, je il est Premier pense. ministre de la République. Donc, parlez-nous de François Bayrou et des Outre-mer. Bon, je vais essayer d'être le plus. Sans parti pris par trop partisan, hein. Non, mais bon, Pas la peine. trop partisan. Je veux dire que je le connais maintenant depuis 2009. Il connaît les Outre-mer, comme M. Mariton connaît l'Outre-mer. Il s'y est rendu partout. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. Je pense que, pour ma part, depuis Jacques Chirac, qui était quelqu'un qui aimait vraiment les Outre-mer, je crois que c'est une personnalité politique qui les aime, qui les comprend. Maintenant, quelque chose qui a apporté à son actif, ben, vous l'avez dit, la zone franche globale de Mayotte, c'est un projet qu'il porte depuis la campagne présidentielle de 2007. Et ça, on peut le retrouver. Il avait souhaité, dès 2007, de mettre tout l'outre-mer en zone franche. Parce que je crois qu'il avait bien compris les problèmes structurels des ultramarins. Maintenant, est-ce à dire que parce qu'il aime les Outre-mer, il est prêt à tout bah, c'est à moi de le convaincre en ce qui me concerne au niveau du modem. Je le pousse en le bombardant d'un certain nombre d'informations. Il est parfaitement au courant des questions de la vie chère. Il s'était rendu en Martinique en 2018 lorsqu'il y avait eu une invasion supplémentaire des Sargasses et il avait été l'un des premiers à dire qu'il fallait mettre la Martinique placée en catastrophe naturelle, la Guadeloupe aussi, etc. Donc oui, mais maintenant, Christine Kelly le disait dès le début, il ne s'agit pas uniquement d'aimer l'outre-mer. Il faut maintenant lui permettre Il faut des de... preuves d'amour. Il faut des de- preuves d'amour. il faut des preuves d'amour. Nous sommes des ultramarins, nous avons besoin d'être considérés, d'être aimés. Bon, il a une méthode à laquelle j'adhère. Il considère, et il l'a dit un petit peu dans son discours de politique générale, il faut d'abord que nous-mêmes, ultramarins, nous nous ressaisissions, que nous comprenions nos propres enjeux. Pour la Martinique, ça veut dire, et il l'a dit dans son discours de politique générale également, il faut que la Martinique soit dotée d'un projet de développement économique qui fait partie de la loi, mais qui n'est toujours pas mis en œuvre. Et enfin, il faut que nous arrivions aussi à nous réconcilier entre nous et avec l'Hexagone. Et enfin, se projeter pour avoir une méthode commune et adopter ce que nous faisions en général à l'Union européenne, au Parlement, c'est cette notion de compromis. Essayons de dialoguer et d'avancer ensemble. On peut ne pas être d'accord, mais on peut se respecter et dialoguer. Donc je dirais que c'est un homme de consensus, un humaniste très certainement, et quelqu'un qui apprécie les Outre-mer. C'est pas une posture. Très bien. Euh, Juste un dernier point, je vais le dire pour vous si vous le voulez bien. Vous m'avez autorisé à annoncer que vous organisez deux conférences dans les prochains mois. Le 10-13 avril sur l'économie bleue en Guadeloupe avec la députée européenne Marie-Claire Védrine. Et Marie-Pierre Védrine. c'est ça, pardon, exactement. Et au mois de mai, si je ne me trompe pas, une conférence au Parlement européen sur le tourisme avec le député européen Sandro Gozzi, avec lequel vous travaillez. Merci Max Orwell, mais restez avec nous parce on va revenir certainement sur certains de vos propos. Je vais me tourner vers Jean-Yves Bonner, qui est le président de Contact Entreprise. Je vous laisse, Jean-Yves, de présenter en quelques mots Contact Entreprise, mais qui est un des acteurs qui fédère de très nombreuses entreprises en Martinique. La première question que je voulais vous poser, c'est comment vous comprenez ce qui arrive actuellement en Martinique pour les entreprises? Oui, alors merci beaucoup pour pour l'invitation et pour nous donner la parole.
Ouais, effectivement, donc Contact Entreprise, c'est une association du monde patronal, un peu atypique, parce que son pendant n'existe sur aucun des autres territoires. Mais c'est une association qui regroupe un peu plus de 300 adhérents, entreprises adhérentes, multisectorielles, avec des entreprises adhérentes de toutes les tailles et de tous les secteurs. Donc ça nous donne une vision relativement large de l'économie martiniquaise. Et puis, c'est une association qui fonctionne beaucoup en privilégiant le dialogue interne à l'association, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions. Et puis surtout, c'est une association dont l'objet principal est d'établir le dialogue avec d'autres sphères de l'écosystème martiniquais. C'est parfois un peu compliqué, on en reparlera. Alors, la compréhension de tout ce qui arrive est effectivement au cœur des sujets qui nous préoccupent, mais de bien avant la crise que nous vivons actuellement, parce que nous sommes des observateurs attentifs, notamment de l'image de l'entreprise et de la perception qu'un certain nombre de sphères de la société martiniquaise ont de l'entreprise. Et notre constat, c'est que il y a très clairement une dégradation, je dirais, de l'image de l'entreprise aux yeux du grand public. Alors, c'est dû sans doute à un certain nombre de phénomènes, mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que les leaders d'opinion, et en particulier une grande part de la classe politique, contribuent assez ouvertement et de manière plutôt active à faire de l'entreprise un bouc émissaire. Et ça, c'est inquiétant parce que une partie de la classe politique se crée une espèce de fonds de commerce sur le dos d'acteurs économiques qui devraient être en réalité leurs partenaires pour pouvoir développer ce territoire. Et je pense que ces acteurs, bien entendu, politiques se trompent lourdement. En tout cas, de mon point de vue, ils ont une grande responsabilité dans la dégradation. Ensuite, la population générale sont les clients des entreprises. C'est vrai que nous sommes dans une ère où l'information, je dirais même officielle, est décriée. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont sans doute pris le pas sur une information, et notamment une information économique sérieuse, malheureusement. Et puis donc le fonctionnement des algorithmes est connu. En réalité, les gens tournent en rond parce que les réseaux sociaux leur servent qui finit par les intéresser. Et donc, avoir un peu cette vision critique et apporter une information cohérente est devenu extrêmement compliqué. Voilà. Vous avez parlé, Jean-Yves Bonner, de bouc émissaire. Est-ce que justement les solutions pour sortir de cette crise, qui est une crise somme toute très profonde, qui est une crise aussi liée à effectivement la place des entrepreneurs dans la vie de la Martinique, euh, est-ce que plutôt que justement stigmatiser des boucs émissaires, est-ce que l'essentiel des efforts ne devrait pas consister déjà à appliquer l'accord du 16 octobre signé entre tous les acteurs de la Martinique et d'essayer, comme le disait aussi Micheline Jacques tout à l'heure, de mettre un peu plus d'ordre dans toutes les discussions qu'il y a sur la vie chère, plutôt qu'encore une fois stigmatiser tel ou tel entrepreneur. Non, alors c'est vrai que nous croyons beaucoup en fait à la capacité des corps constitués, à des gens qui sont représentatifs, de dialoguer. Alors cet accord du 16 octobre a été un peu forcé. On a vu les conditions dans lesquelles les partis se sont réunis, qui étaient présents, et on a compris que c'était un peu difficile. Mais l'accord, il existe. Il faut aller jusqu'au bout maintenant et il faut que l'État en particulier, puisque nous avons maintenant un budget, que l'État remplisse sa part du contrat. Ça, c'est très important et c'est peut-être un message qu'on peut adresser au gouvernement. Il est urgent, fait de poursuivre la démarche qui a été entreprise à la fois
par les acteurs économiques eux-mêmes et aussi par la collectivité qui a pris ses responsabilités en la matière. Ce qui nous semble aujourd'hui important, c'est donc de réhabiliter l'entreprise dans ce qu'elle est et dans le rôle qu'elle joue dans l'avenir du territoire Martinique. On a beaucoup parlé du désastre démographique. Aujourd'hui, peu de gens s'en émeuvent, mais vraiment, quand on réfléchit aux conséquences, puisqu'on est à la fois sur une décroissance démographique et un vieillissement accéléré, on voit que les enjeux démographiques aujourd'hui devraient être au centre de nos préoccupations parce qu'ils auront des impacts très importants sur la capacité du territoire à assurer une forme de solidarité. Ah, et puis, ça va aussi impacter les acteurs économiques parce que plus les marchés se rétrécissent, plus ça va être compliqué, je dirais, par exemple, d'avoir des prix corrects. Donc, on voit que c'est un combat global. Nous, notre inquiétude, c'est que les enjeux, on les fait peser beaucoup sur les acteurs économiques, alors que quand on parle de pouvoir d'achat, il y a effectivement beaucoup d'autres pistes à explorer, et notamment la piste de l'efficacité des services publics, de la performance du secteur public, qui est aujourd'hui, je pense, à des marges de progrès importantes, et dans des secteurs qui sont, je dirais, capitaux pour les habitants de la Martinique. Bien sûr. Le transport, la mobilité, même le logement, il y a encore des pistes d'amélioration qui sont Bien sûr. très importantes. Bien sûr. Et c'est donc, alors, il y a aussi quelque chose qui nous inquiète, c'est la déliquescence du secteur associatif qui dépendait alors sans doute trop de subventions publiques, mais qui en réalité fonctionne depuis très longtemps grâce à des contributions d'acteurs économiques qui, de mon point de vue, ont été beaucoup trop discrets et ont eu trop de pudeur pour afficher leur rôle, je dirais, dans le fonctionnement de la société martiniquaise. Et aujourd'hui, moi, je les encourage fortement à sortir du bois parce que le moment est critique. On a vu que la puissance publique aura de plus en plus de mal à assurer sa part du contrat. Et donc, il faut que si les acteurs économiques assument ce rôle, qu'ils l'assument avec fierté, parce qu'il faut aussi qu'on retrouve une forme de reconnaissance de la population martiniquaise qui doit de nouveau Alors, s'engager à aimer ces entreprises parce alors, que l'avenir, il est dans le secteur privé. Alors juste, merci Jean-Yves Bonner. Je voulais aussi profiter pour dire que un point qui concerne directement les entreprises, je disais que le 24 février, on parlera des enjeux de sécurité et de narcotrafic et de violence sur les personnes. Je voudrais rappeler aussi que les entreprises ont été parmi les principales cibles, sinon les principales, des violences urbaines qui ont secoué et la Nouvelle-Calédonie et la Martinique plus récemment et que il est apparu un problème très précis, c'est que les primes d'assurance explosé pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises n'ont plus d'ailleurs même d'assurance du tout. Et donc le 10 mars prochain, donc le troisième forum Opinion Outre-mer portera plus précisément sur ce point-là. Alors il nous reste 10 minutes. On donnera dans les 5 dernières minutes la parole à Yann Monplaisir et Pascal Vittori, qui sont deux maires des Outre-mer, qui eux-mêmes d'ailleurs ont été victimes de violences et d'attaques ces derniers mois. Mais j'aimerais redonner, si vous voulez bien, la parole à Micheline Jacques, Hervé Mariton, et Max Orville, qui nous ont fait l'honneur de rester jusqu'à la fin, et je vous en remercie. Est-ce que vous auriez des commentaires à faire, à dire à ce que vous avez entendu dans ce premier forum? Moi, je veux retenir un certain nombre de points. Autant que la question du pouvoir d'achat, c'est la question du pouvoir de vivre. Alors, sur la partie pouvoir d'achat, ça veut dire augmentation des revenus. Ça veut dire augmentation du nombre d'emplois. On n'a pas beaucoup parlé du taux de chômage. On a parlé à juste titre des taux de criminalité. Ce qui a été rappelé tout à l'heure sur un taux de criminalité 8 fois supérieur en Guadeloupe de ce qu'il est en métropole, c'est un handicap et c'est un handicap pour les entreprises. Parce qu'en vérité, criminalité, ça veut dire aussi des frais de gardiennage plus importants, ça veut dire
une dissuasion des touristes à certains égards, tous ces éléments. Mais l'emploi est essentiel. Et ensuite, sur le pouvoir de vivre, ce que disait très bien Jean-Yves Bonner, le transport, les coûts de transport outre-mer, le temps passé dans les transports, qui est autant de temps qui n'est pas librement décidé par nos concitoyens. Et je pense que ces problèmes sont tout à fait fondamentaux. Et ces problèmes doivent être traités. Il y a clairement une carence publique à assurer un système de transport suffisamment efficace. Tout comme notre ami policier le disait très clairement, quand il a dit un État trop mou, il y a une carence de l'État à assurer l'État de droit, et on se retrouve avec l'insurrection en Nouvelle-Calédonie, avec les mouvements violents qu'a subi la Martinique. Tout ça est extrêmement pénalisant. Et je pense que ça joue énormément sur la qualité de vie et sur le pouvoir de vie de nos concitoyens. Et ce point me paraît bien plus utile que un contrôle des loyers. Enfin, moi, je me permets de dire les choses. Le contrôle des loyers, on en a l'expérience en métropole. Ça veut dire en vérité une raréfaction de l'offre. Aujourd'hui, on manque de logements outre-mer, sous le contrôle de Jean-Yves Bonner. On manque de logements en Martinique. Est-ce que vous imaginez que c'est le contrôle des loyers qui va permettre d'améliorer l'offre de logement? Bien. Mais tout au contraire. Merci pour cette réaction. Micheline Jacques, vous vouliez intervenir? Je voudrais simplement remercier tous les intervenants. Nous sommes en phase. Je partage tout ce qui a été dit ce soir, et particulièrement le rôle du tissu associatif, le rôle de l'entrepreneuriat, c'est de par les entreprises que viendront aussi l'activité, le rebond économique, parce qu'il n'est pas concevable que nos jeunes partent, ne reviennent pas dans certains territoires, alors que nous avons de véritables cerveaux à l'extérieur. Donc, il faut aussi permettre à toute cette jeunesse qui souhaite revenir au sein de leur territoire et apporter aussi à ce monsieur policier qui a été Liberté. durement, monsieur Berthet, qui a été durement touché dans sa chair et psychologiquement, lui apporter tout mon soutien et lui dire que notre collègue Philippe Bas est en train de préparer une proposition de loi qui découle directement du rapport sur le choc régalien. Et vous pourrez compter sur nous pour mettre en place toutes les mesures qui vous semblent les plus adaptées au territoire et particulièrement à la Martinique. Merci à tous. Merci à vous. Alors, je vais appeler Yann Monplaisir et Pascal Vittori. Si vous, je crois que vous êtes là tous les deux. Pascal Vittori, est-ce que vous êtes là? Pascal Vittori. Alors, je vous avais vu dans la salle tout à l'heure. Et Yann Monplaisir. Alors, je voulais vous donner la parole pour terminer. Alors, Pascal Vittori, je ne sais pas s'il est là. Il est peut-être parti. Alors, ce sera pour Yann Monplaisir. Donc, Yann Monplaisir, vous êtes le maire de Saint-Joseph en Martinique. Vous étiez intervenu très fortement lors du congrès des maires de France. Est-ce que vous auriez un mot à adresser pour le lancement du premier forum Opinion Outre-mer que nous inaugurons ce soir? Yann Monplaisir. Alors, peut-être un problème de micro. Alors, Yann Monplaisir. Alors, on vous voit, normalement, le son est bon. Alors, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si Lucien peut faire quelque chose, notre modérateur. Ce serait dommage de ne pas vous entendre. Alors, apparemment, il y a un problème. Donc, on réglera ça pour la prochaine fois. Et je crois que Pascal Vittori, qui est le maire de la commune excusez-moi, qui est le maire, les centristes de Boulou-Paris en Nouvelle-Calédonie,
et qui est le président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie et secrétaire national des centristes pour les Outre-mer, qui est à Paris ces jours-ci qui était à Paris ces jours-ci pour le forum économique organisé par le ministre des Outre-mer et la ministre des Comptes publics, tenait à prendre la parole. Donc, il a dû avoir une urgence, mais on voulait aussi, à travers lui, adresser toute notre sympathie et notre amitié pour nos amis de Nouvelle-Calédonie. Alors, Yann, mon plaisir, je sais pas, je pense que ça, je me demande si ça vient pas de votre micro, parce que alors là, on n'a pas, on n'arrive pas à vous avoir. Écoutez, ce sera malheureusement pour une prochaine fois, mais l'attention y était et merci d'avoir assisté et participé. Je voudrais remercier tous les intervenants, Max Orville, Jean-Yves Bonner, Micheline Jacques, Hervé Mariton, Louise Liberté, Christine Kelly Venez rapidement. Essayez Ah, de... ça marche, monsieur mon plaisir. On Ça vous... marche? Ça marche. Vous avez, Bon. vous avez une minute pour le mot de la fin. Une minute. Mais je voulais remercier tous les intervenants et remercier en particulier Michel Taube d'avoir organisé cette réunion qui est très enrichissante pour moi. Je crois qu'il faut qu'on se nourrisse de nos différents points de vue. Ce que je veux dire, c'est que ce problème n'est pas nouveau que nous avons dans l'outre-mer et quelqu'un a dit, je crois que c'est Christine Kelly, que l'outre-mer est malade. L'outre-mer est malade et on le voit bien au travers des différentes crises. Il y a des réalités. Le niveau des prix et le pouvoir d'achat des gens est une réalité. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de révolution à Sainte-Lucie, où très souvent le coût de la vie est plus élevé que chez nous? Eh bien, il y a à cela, à mon sens, une réponse politique que nous devons apporter. Nous avons gagné, je pense, le débat le débat identitaire en quelque sorte sur sa partie purement politique. Je pense que pour des questions de raison, la plupart des gens de l'outre-mer, en tout cas chez nous, c'est le cas, ne souhaitent plus ou ne croient plus et n'envisagent plus une rupture avec la République. Par contre, nous avons perdu un autre combat, qui est le combat du cœur, le combat de ce qui fait que des gens adhèrent à un projet commun. Il y a eu sur cette problématique des prix une forme de rebondissement. Il y a d'abord eu le lianage contre la profitation. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que des gens ont récupéré ce sentiment et l'ont utilisé à des fins politiques de manière très visible. C'est la même chose qui se produit aujourd'hui avec les prix, la lutte contre les prix. Quel est le problème selon moi? C'est un problème purement politique. On ne peut pas vivre sur un si petit territoire et accepter l'idée que les disparités qui existent et qui se développent également au niveau national se développent aussi rapidement ici. J'avais tiré la sonnette d'alarme en 2007, j'avais écrit quelque chose sur ça. On ne peut pas accepter que les gens les plus riches et les gens les plus pauvres soient de plus en plus éloignés les uns des autres, quand ils vivent à proximité, quand ils se rencontrent quasiment tous les jours, quand ils ont des évidences sous les yeux, quelquefois quand ils construisent ces évidences, eh bien, ça n'est plus supportable. Et puis, vous savez, il faut avoir le courage de poser un certain nombre de problématiques. J'entends bien que bon, ben, on ne peut pas vivre dans un système où c'est l'État qui, etc. Mais l'État doit être un arbitre de tout cela. L'État ne peut pas accepter certaines situations. Et quand je le dis en respectant ceux qui ont réussi. Et parmi et au nombre de ceux-ci, celui qui symbolise en Martinique cette révolte aujourd'hui, bien malgré lui, parce qu'il ne le mérite pas, qui est Bernard Ayotte, qui est un des grands chefs d'entreprise français, un des grands chefs, un des plus grands chefs d'entreprise française, et qui est mal aimé dans son pays, parce qu'il représente la quintessence de ce que les gens veulent exprimer, c'est-à-dire ce surpoids de certains sur ces économies. Depuis Louis XIV avec Colbert, l'État a eu la tentation d'organiser le système économique de ces territoires en confiant autrefois à la Compagnie des Indes le soin de développer sous le contrôle de l'État, avec une perception de dîme par l'État. Alors, c'est vrai que ce système-là ne peut plus persister aujourd'hui et que tous les acteurs, y compris ceux qui légitimement, dans leur rôle de chef d'entreprise, souhaitent développer leur entreprise, tous les acteurs doivent comprendre que si nous ne construisons pas ce vivre ensemble, je ne sais pas, moi je suis à un âge de la sagesse, un âge un peu mûr, je ne sais pas comment demain sera cette Martinique que nous allons laisser à nos enfants, parce qu'elle sera invivable. Soyons optimistes, soyons positifs et ce genre de débat
tente de modestement et de plus en plus avec ambition de remettre de la modération et de l'esprit de responsabilité dans les esprits et dans les cœurs. Je voulais aussi dire que dans les prochains forums Opinion Outre-mer, nous nous efforcerons et le message s'adresse aussi à des personnalités comme Madame Micheline Jacques, Hervé Mariton et d'autres que je remercie encore pour leur participation. Essayons d'être des spécialistes des Outre-mer parce que un de nos objectifs, c'est vraiment d'essayer de faire participer à ce forum des responsables nationaux qui ont une approche globale et qui doivent être sensibilisés aux enjeux des Outre-mer. Alors, des personnalités comme vous, Monsieur Mariton, Madame Jacques, faites un travail considérable, mais je pense que c'est très important que ce ne soit pas que des ultramarins qui parlent aux ultramarins. L'objectif vraiment, mais pour y arriver, il faut s'entraider, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'essayer d'avoir des personnalités d'ampleur nationale qui comprendront mieux les enjeux et les demandes des Outre-mer. En tout cas, je me permets de formuler ce vœu pour les prochaines éditions du forum Opinion Outre-mer. Donc, je vous donne rendez-vous dès demain à la une d'Opinion Internationale pour les articles que nous publions tous les jours. Je vous donne rendez-vous le 24 février. Justement, on va parler du narcotrafic et des enjeux de sécurité dans les Outre-mer et plus particulièrement dans les Caraïbes. Et c'est notamment le travail que vous avez conduit de Madame Micheline Jacques avec Monsieur Bas qui a vraiment attiré notre attention parce que je pense que, et d'autres sénateurs bien entendu, c'est vraiment une grande priorité nationale. Et le troisième forum aura lieu le 10 mars sur les questions d'assurance parce que je pense que là, il y a une Oui, très grande il y a un vrai- urgence économique pour nos entreprises des Outre-mer, avec peut-être des initiatives audacieuses que pourrait prendre l'État pour venir au secours. Encore une fois, l'entreprise, c'est pas dans leur nature des entreprises d'être, comment dire, elles sont toutes combatives. Les entrepreneurs sont des personnes de combat et d'entrepreneuriat. Mais là, il s'est passé des choses extrêmement graves qui relèvent un peu de la responsabilité quand même de l'État, ne serait-ce que par défaut de sécurité garantie, comme l'a lui-même souligné Louis Liberté. Et donc, en matière d'assurance, il y a peut-être des initiatives à prendre. Merci, mesdames, messieurs. Merci pour votre participation. C'était la première. Vous pourrez la revivre à la une d'Opinion Internationale dans quelques jours. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous le 24 février pour le forum numéro 2. Merci d'avoir participé aux intervenants et à toutes les personnes inscrites. Merci, merci beaucoup. Merci à Merci, tous. Monsieur Au Taube, revoir. et Merci. merci pour votre initiative. C'est Bravo, normal. merci. Bonne Bravo. soirée à tous. Merci Merci. beaucoup et on va finir en musique là. Merci.